Donc moi, Merci. je suis Chloé Ridel, je suis députée européenne et je suis la secrétaire nationale du Parti socialiste en charge de la refondation du projet socialiste pour la France. Et moi, je dis au XXIe siècle parce que nous avons entamé une démarche de refondation qui vise à bâtir un projet socle, cadre qui perdure dans le temps au-delà des échéances électorales immédiates, celle de 2027 évidemment, mais qui permettent de nous réidentifier auprès des Français sur un temps long, et donc un projet qui a vocation à être structurant et qui a commencé cet exercice de refondation par une démarche d'écoute qui a eu lieu à l'automne-hiver 2024-2025, où nous avons été dans plusieurs petites villes et villes moyennes de France pour organiser des réunions publiques et écouter simplement ce qu'avaient à nous dire les gens. Et depuis quelques mois, là, nous sommes entrés dans une phase de production et de réflexion à proprement parler, qui prend plusieurs formes, et notamment la forme d'un cycle d'audition avec des chercheurs, des personnalités qualifiées, des scientifiques, des organisations syndicales, des associations. Et donc, on est très heureux et reconnaissant de vous entendre ce matin. Merci beaucoup de l'avoir accepté. Donc, vous êtes un spécialiste, vous êtes juriste, vous êtes spécialiste du droit public européen, vous enseignez à l'école de droit de Sciences Po, si je ne me trompe pas. Et donc, ce serait très précieux pour nous de vous entendre dans le moment que nous traversons à plusieurs égards, un moment qui est marqué par un recul de l'état de droit, je pense qu'on peut le dire comme ça, une menace contre l'état de droit qui plane de plus en plus avec à droite, même à droite, dans la droite qu'on peut appeler classique et traditionnelle, républicaine jadis, des contestations contre la Cour européenne des droits de l'homme, contre le droit européen, la Cour de justice, contre la nature même de l'état de droit en soi, puisque je pense aux propos de Bruno Retailleau sur l'état de droit n'est ni intangible ni sacré, et puis bien sûr une extrême droite qui conteste ouvertement des décisions de justice, et qui, si elle arrive au pouvoir, pourrait faire de la remise en cause de l'état de droit une de ses politiques, comme on le voit et on l'observe dans tous les pays, euh, des États-Unis à la Hongrie, en passant par l'Italie, où ces extrêmes droites-là arrivent au pouvoir. Donc, on aimerait vous entendre sur ce moment politique que nous traversons, sur la façon dont aussi on peut nous renforcer cet état de droit, le protéger, parce que c'est la condition d'une démocratie vivante. Surtout, je sais que vous avez aussi travaillé sur tous les champs où l'État français se trouve aujourd'hui dans l'illégalité, et vous comparez cela, cette espèce de mastodonte dont personne ne parle, à la désobéissance civile, entre guillemets, et le parallèle qui peut être fait, où on accorde énormément d'attention dans le débat public à la désobéissance civique de quelques militants écolos, mais on ne parle pas de tous les non-respects du droit par l'État lui-même. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous dire, vous êtes ici au Parti socialiste, le Parti socialiste a gouverné la France, il a aussi fait des choses, notamment au moment où nous avons eu à gérer les attentats terroristes 2015-2016. Des lois ont été passées, donc on aimerait aussi vous entendre sur le bilan qu'on peut en tirer. Cela nous sera très utile, donc n'hésitez pas, c'est une audition sans tabou. Et donc, ce que je propose, c'est de vous laisser la parole pour un propos introductif de 15-20 minutes, mais vraiment comme vous le souhaitez, sentez-vous libre. Et ensuite, nous échangerons. Et je rappelle juste que donc, cette audition est enregistrée pour qu'elle soit accessible à l'ensemble de nos militants et de nos militantes qui sont très friandes de pouvoir aussi vous entendre. Donc, on en fait profiter le plus grand nombre. Merci beaucoup. Merci à vous de votre invitation et de l'invitation du Parti socialiste. Effectivement, c'est un sujet ô combien contemporain, mais je pense que j'ai même pas forcément besoin de le dire. Tout le monde le mesure presque instinctivement vu le moment que l'on vit. Alors, c'est extrêmement compliqué de faire un tour d'horizon complet de tous les enjeux que pourrait suggérer la question de l'état de droit aujourd'hui, en 2025, et en particulier en France.
Mon but ici, en tout cas, je vais tenter de le poursuivre, ce but, c'est de donner quelques pistes, quelques clés de réflexion. Et pour ça, avant même d'aborder ce qui me tient évidemment à cœur, parce que c'est un peu l'objet aussi de vos travaux, ce que l'on peut envisager pour répondre aux menaces contemporaines, bah, il faut avoir quelques éléments de grammaire commune et une conscience assez claire de l'état des lieux. Ça, je pense que c'est un passage obligé. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit le moins soporifique possible, mais c'est toujours très très important aussi de s'entendre sur les mots, sur les concepts qui, surtout sur ces sujets, sont extrêmement dévoyés. Ils sont tellement dévoyés qu'on a même le sentiment que progressivement, dans le champ politique, même le mot état de droit a été politisé. Même le mot démocratie, au demeurant, a été politisé. Finalement, il y a une politisation de tout un tas de concepts qui, pour nous, nous sont chers, qui sont des concepts républicains et fondamentaux. Hein. Je peux même aller jusqu'à la laïcité. Et c'est très, très important, je pense, et je souhaite au moins faire passer ce premier message à celles et ceux qui nous écoutent, de se réapproprier ces notions, ces concepts, et de bien s'entendre sur ce qu'ils signifient, parce que si on ne parvient pas à s'y entendre, si on les laisse kidnapper par les adversaires politiques de la démocratie et de l'état de droit, c'est déjà une première défaite. Qu'est-ce qu'on peut entendre par état de droit? C'est quelque chose de somme toute assez simple, aussi bien juridiquement que historiquement. C'est tout simplement l'idée de ce que l'État et plus généralement tous les gouvernants sont soumis au droit, ne sont pas illimités. Et c'est un acquis historique fondamental. Et je suis toujours assez frappé quand je l'enseigne auprès de mes étudiants qui ont une moyenne d'âge de 20 à 30 ans, de voir que c'est pas si évident que cela pour eux. Et je pense que ça l'est désormais plus pour beaucoup d'entre nous. Euh, Pourquoi c'est important de soumettre les gouvernants au droit, de soumettre les gouvernants à une limite, à un droit qui, indépendamment même pour l'instant de son contenu, hein, un droit qui doit les limiter, bah, c'est tout simplement la conséquence qu'on a tous collectivement tirée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale de ce que un pouvoir qui se prétend légitime au motif qu'il aurait gagné les élections à un instant T, qu'il disposerait d'une majorité, même relative, eh bien à partir du moment où il est arrivé au pouvoir, il dispose de tous les pouvoirs et il n'a pas de limite. Avec cette idée que le législateur ne peut mal faire, que à partir du moment où celui qui a le pouvoir vote une loi, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème à ce qu'il puisse faire absolument ce qu'il veut. On sait à quel point cette logique, elle est mortifère, et c'est la raison pour laquelle, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et c'est cet édifice qui aujourd'hui est en tension, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a décidé d'inscrire des principes fondamentaux hors de portée de la simple majorité. Ça ne veut pas dire qu'on les grave pour l'éternité dans des tables et qu'on place en haut d'une montagne sans pouvoir y toucher tout au long de notre existence humaine et de notre humanité, mais simplement on les met hors d'atteinte des foucades d'une majorité ponctuelle, on les inscrit dans des textes plus solennels, la Constitution d'une part et les traités internationaux d'autre part, et on fait en sorte qu'on ne puisse les modifier qu'après un consensus suffisamment large. Bien sûr qu'on peut modifier la Constitution française, mais pour ça il faut un consensus. Il faut que la majorité politique soit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ample pour que les droits des minorités ne soient pas mis en cause. Parce que si le seul fait d'avoir gagné les élections à 35% de majorité, donc relative, vous permet de détricoter les droits de tout le monde, c'est une pente absolument glissante. Et c'est un point important à avoir à l'esprit parce que ça fait directement écho, on en viendra aux propos tenus par certains acteurs. On peut évoquer, bien sûr, le ministre de l'Intérieur actuel, démissionnaire, mais actuel tout de même, Bruno Retailleau, qui a lui très vite opposé l'état de droit à la volonté populaire, finalement ce que veut ou voudrait le peuple, réel ou supposé. C'est un argument que l'on entend très très souvent, mais qui est vraiment une ancienne très très récurrente, très importante, qu'il faut bien avoir à l'esprit. Donc c'est cette idée d'état de droit, de soumission au droit, et par ailleurs, deuxième aspect qui est très important aussi, de soumission à un certain droit. Il ne faut pas l'oublier aussi, l'état de droit est étroitement connecté aux valeurs et les valeurs démocratiques que sont tout simplement eh bien, le respect des libertés de chacun, le pluralisme, la non-discrimination et finalement toutes les libertés civiles qui permettent à la démocratie de poursuivre son fonctionnement. La démocratie, c'est pas uniquement le fait d'organiser régulièrement des élections, c'est aussi faire en sorte que d'abord ces élections puissent se tenir dans des conditions qui soient équilibrées, pluralistes, que l'équilibre et la conquête du pouvoir puissent se faire de façon équilibrée, de façon juste, et deuxièmement, que entre deux échéances électorales, la minorité politique ne soit pas réduite à néant.
Donc j'enfonce des portes ouvertes, hein, navré pour celles et ceux qui connaissent ça par cœur, mais c'est quand même très très important de s'entendre sur ces idées clés, sur ces idées essentielles, surtout qu'elles sont véritablement au cœur d'une tension internationale, européenne et nationale. L'état de droit, c'est tout simplement le prérequis minimal pour que nous survivions tous collectivement dans un espace démocratique. Il n'y a pas de démocratie et de liberté sans soumission des gouvernants en droit et sans que ce droit soit un noyau dur de valeurs protectrices de la collectivité. C'est pas un concept partisan, l'état de droit. C'est pas un concept de gauche. C'est un concept de la vie libérale qui est la conséquence de ce qu'on a observé comme risque que peut représenter la négation de cet état de droit, de cette démocratie. Et c'est important de se les réapproprier, d'en être assez fier. Je trouve d'ailleurs assez remarquable de voir que bon nombre de notions, à force d'être instrumentalisées dans le débat public, d'être réappropriées dans le débat public, on finit par s'en détacher, à avoir un peu peur de l'évoquer. Bah non, il faut se les réapproprier. Et pour ça, il faut bien s'entendre sur les définitions basiques et bien comprendre d'où elles viennent, pourquoi elles sont là. Parce que précisément, et c'est un peu le deuxième temps du propos, bah, ces notions-là sont menacées, ces concepts-là, ces principes-là sont menacés de toutes parts. Alors, dans un contexte international, européen et français, que l'on connaît tous, mais qu'il est important d'observer avec la plus grande acuité. Sur le plan international, évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire chaque jour, en particulier ces derniers jours, apporte son lot de confirmation, le contexte international bascule fortement, en particulier avec les États-Unis. Alors, on a tous peut-être tous une focale peut-être un peu démesurée s'agissant des États-Unis, parce qu'on a tous des liens culturels, peut-être même familiaux parfois, ou cette idée qu'on a un destin commun lié avec les États-Unis, c'est un sentiment qu'on a tous depuis des décennies et qui n'est pas complètement infondé, de sorte qu'on est très concentré sur ce qui se passe aux États-Unis, mais ça reste quand même très très important de regarder ce qui se passe. Pourquoi? Parce que ça reste, avec toutes les imperfections que l'on a pu observer au fil des siècles, au fil des décennies, ça reste une démocratie tout de même très solide. Ça reste une démocratie qui, à bien des égards, est assez exemplaire. Alors, on ne peut pas faire des comparaisons hasardeuses avec notre système contemporain, ne serait-ce que parce qu'ils ont un système fédéral qui est très marqué, qui explique beaucoup de choses, mais ça raconte quelque chose d'assez important. Si on laisse accéder au pouvoir des gens sans aucun scrupule, qui ont comme agenda très clair de mettre à bas ce que je viens d'exposer comme étant un fondamental, c'est-à-dire l'état de droit, la soumission des gouvernants au droit et le respect d'un ensemble de valeurs partagées pour tout le monde, dont la liberté d'expression, dont la liberté de manifestation, dont le respect des décisions de justice, ça peut très très vite basculer. Surtout quand ceux qui accèdent au pouvoir n'ont plus aucun tabou. On en reparlera, mais l'état de droit, il fonctionne avant tout si tous ceux qui sont aux commandes ont cette conviction qu'ils doivent respecter cet ensemble de règles de jeu. Euh, on perçoit très vite, et on va le voir, que si ceux qui sont au pouvoir n'ont plus la conviction profonde qu'il faut respecter les règles du jeu, ces règles du jeu elles-mêmes, elles sont très largement démonétisées. Et que très peu de contre-pouvoirs vont pouvoir les rappeler à leur devoir. Donc c'est un point important. Ce qu'on observe aux États-Unis, c'est la fragilité de démocratie pourtant très solide dès lors qu'on donne les commandes à celles et ceux qui ne partagent plus du tout, mais plus du tout, les fondamentaux de cette démocratie et de cet état de droit. Et les contre-pouvoirs qui sont d'ailleurs, on en reparlera, je pense, plus forts aux États-Unis qu'en France, avec le système fédéral d'une part, et avec une habitude de séparation des pouvoirs qui est plus forte que chez nous, bien, même ce système-là, qui était censé être beaucoup plus solide pour résister aux tempêtes, on perçoit bien à quel point il peut ployer sous la pression politique de gens, disons-le très clairement, sans aucune vergogne, et qui ont un agenda politique extrêmement clair, qui est de mettre à bas tout ce qui ressemble à une opposition. Et encore une fois, hein, les quelques heures, les dernières 24 heures, 48 heures, 72 heures qu'on vient de vivre le démontrent amplement. Euh, donc il faut vraiment avoir cet exemple à l'esprit pour s'en inspirer comme étant l'exemple de ce que peut devenir notre pays et notre espace, qui est peut-être l'un des derniers espaces démocratiques un peu solides aujourd'hui, quand on laisse rentrer le loup dans la bergerie, disons les choses très clairement. De fait, le contexte européen nous offre aussi, et je vais aller assez rapidement sur le sujet, on a tous et toutes à l'esprit ce genre d'exemple, le contexte européen est tout aussi frappant, puisqu'on a une montée en puissance de disons, deux grandes tendances, la tendance décomplexée, puis la tendance plus larvée.
La tendance décomplexée, bah, c'est incarné par la Hongrie de Viktor Orban, hein, qui a même conceptualisé l'idée d'illibéralisme. Alors je sais que beaucoup de chercheurs parfois se bataillent un petit peu sur la notion d'illibéralisme qui n'existerait pas en soi. Bien sûr, ce sont des sujets très intéressants entre spécialistes, mais gardons tout de même un constat très clair. Euh, Orban a promu, lui, l'idée de démocratie libérale. C'est globalement l'exact contraire de tout ce que je viens de décrire sur ce qu'est l'état de droit, c'est-à-dire le fait que quand on gagne les élections, ça ne nous donne pas le droit de réduire à néant les libertés de la minorité politique et finalement la liberté de tous, alors que c'est le credo hein, de Viktor Orban. J'ai gagné les élections, je suis légitime au nom d'une majorité politique à un instant T dans les urnes et au surplus au nom d'une majorité prétendument silencieuse, et donc je peux faire absolument ce que je veux. Eh bien, ce genre de comportement est difficile à combattre. Alors, dans notre système européen, il y reviendra, hein, il y a tout de même des anticorps qui existent, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union européenne, qui a pu tout de même limiter assez notablement la logique illibérale. J'ai envie de dire que Orban a fait en 10-15 ans ce que Trump fait en 6 mois. Alors il y a évidemment le fait que Trump s'est lui-même inspiré de l'exemple hongrois et ses penseurs se sont eux-mêmes inspirés de l'exemple hongrois, donc ils sont allés beaucoup plus vite et ils ont d'ailleurs vu comme vertu le fait d'aller très très vite pour circuiter les garanties de l'état de droit. Mais on note quand même que notre système européen reste encore assez marqué par la possibilité de contre-pouvoir, mais ça reste évidemment très fragile et les barrières européennes sont elles-mêmes relativement limitées. Mais là aussi, ça doit nous inspirer quand on entend Bruno Retailleau reprendre la grammaire de l'illibéralisme sans en dire le nom. Ça doit nous alerter très fort. Lui et d'autres, hein, évidemment, hein, mais c'est quand même un exemple symptomatique que le ministre de l'Intérieur de notre République tienne ce genre de discours décomplexé. Ça doit nous alerter sur le fait que les signaux sont tout à fait rouges. Quant au contexte national, bah, précisément, il est marqué par là aussi des propos de plus en plus décomplexés. Et j'aimerais insister en écho à ce que je disais tout à l'heure, à une victoire culturelle et presque sémiologique, pardon pour le mot un peu complexe, mais une victoire du vocabulaire, une victoire culturelle d'un discours qui semble triomphant, d'un discours qui semble dominant, selon lequel l'état de droit ne sert à rien, l'état de droit serait un gadget de gauche qui empêche la vraie droite d'accéder au pouvoir. On l'entend de façon très claire dans les propos d'extrême droite, peut-être même pas d'ailleurs tant dans le discours du Rassemblement national que dans d'autres encore plus extrémistes, en tout cas de façon avouée. Mais il y a très clairement aujourd'hui un moment de tension qui est extrêmement fort, qu'on observe dans les propos et puis dans les actes aussi, d'où un état des lieux très dégradé. C'est un peu mon troisième point après, on va dire, les définitions et puis le tour d'horizon national, européen et international. Un état des lieux très dégradé euh, à plusieurs niveaux. Alors, je l'évoquais au niveau des discours, mais aussi au niveau des actes. Alors, au niveau des discours, effectivement, bon nombre d'acteurs politiques ne se sentent plus limités par le droit. La moindre contrainte sur leur desiderata politique donne lieu à des critiques frontales sur ce qui est cette contrainte, la Constitution, les traités internationaux. Et puis, il y a quelque chose qui me frappe plus encore, parce que, encore une fois, le non-respect de la Constitution et de la CEDH revendiqué, c'est quelque chose qu'on connaît désormais, c'est le fait que les acteurs politiques, tout autant qu'ils sont, au niveau national comme au niveau local, n'hésitent plus à des fins stratégiques de fouler au pied ces garanties juridiques et même de l'affirmer comme étant un argument à part entière. Euh, on a ce double discours qui s'instaure et qui est quand même assez fort d'acteurs politiques censés représenter l'ordre qui ne cessent de dire que les citoyens doivent respecter à la lettre la loi, doivent respecter les principes républicains, la République, voilà encore des mots qui ont été confisqués dans le débat public et qui eux-mêmes n'hésitent jamais à fouler au pied des décisions de justice et des garanties constitutionnelles. Alors, ça va du précédent ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui, à la tribune du Sénat, n'hésitait pas à dire que la loi qu'il s'apprêtait à recommander de voter sur les étrangers eh bien, était gravement inconstitutionnelle, mais c'est pas grave, on la vote quand même. Bah, c'est tout de même assez remarquable que l'on assume de voter au sein même de l'Assemblée et du Sénat, au sein même du Parlement, des lois dont on sait qu'elles sont inconstitutionnelles et dont on voit, hein, rien que la semaine dernière encore, que le Conseil constitutionnel les censure. Ben, c'est un jeu stratégique mortifère. Ils tablent sur le fait qu'ils prennent des mesures dont ils savent qu'elles ne sont pas tenables,
pour montrer prétendument qu'ils font quelque chose, et en plus ce sont des mesures qui sont gravissimes sur la protection des droits et libertés de tout un chacun, mais de tout un chacun qui est peu populaire, hein, puisque la figure de l'étranger est peu populaire, pour ensuite pouvoir transférer la charge politique, le risque politique sur les épaules des juges, et notamment des juges constitutionnels, parce que c'est beaucoup plus simple de critiquer les juges qui sont censés faire respecter nos barrières plutôt que d'assumer d'agir dans le cadre juridique. Et c'est aussi, et ça je pense qu'il faut aussi en avoir conscience, parce que c'est la préfiguration de l'avenir, un ensemble d'acteurs locaux, des maires, des acteurs de conseils départementaux, des présidents de conseils départementaux et de conseils régionaux qui n'hésitent plus du tout à prendre des décisions qui sont grossièrement contraires au droit, euh, avec cette idée que finalement les conséquences pour eux sont assez limitées. On en parlera, ça peut être l'une des solutions à évoquer, de renforcer les sanctions contre ce type d'acteurs. Mise en cause aussi, toujours dans l'état des lieux, des juridictions, le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme. Ça aussi, je vais aller assez vite puisque le temps file. Et par ailleurs, vous avez 1000 exemples à l'esprit, des mises en cause par la France, mais aussi par des acteurs européens. On en a assez peu entendu parler en France, mais il y a quelques semaines, quelques mois même, au mois de mai, une mise en cause frontale et inédite de la Cour européenne des droits de l'homme sur les droits des étrangers par 10 chefs de gouvernement, une partie clairement influencée par l'extrême droite, hein, c'est euh, la première ministre Mélanie ou encore la première ministre des Pays-Bas à la manœuvre, mais aussi des acteurs comme la Pologne, qui à l'époque et encore aujourd'hui ne sont pas forcément d'une inclinaison d'extrême droite, pourtant soutiennent ce type de mise en cause de juridiction européenne au motif prétendument que ça les empêcherait d'éloigner des étrangers dangereux, ce qui est absolument faux. Troisième mouvement, état des lieux, et je rebondis sur ce que vous évoquiez sur l'exercice du pouvoir par le Parti socialiste, la spirale de réduction des libertés. Et ça, c'est un mouvement que l'on a tous observé, tous ceux qui observent la tendance politique de ces 20 dernières années, tous les chercheurs sur le droit des libertés, le constatent, cette spirale de restriction des libertés. J'emprunte ces mots à Mireille Delmas-Marty, mais c'est toujours de grande actualité. L'idée qu'à partir du moment où on met le doigt dans l'engrenage, même pour de prétendument bonnes raisons, de la restriction des libertés, c'est toujours une menace et une pente glissante. Prenons le cas de la lutte contre le terrorisme. Personne ne nie que l'expérience du pouvoir face à des attentats aussi gravissimes que ceux de janvier 2015 ou ceux de novembre 2015, cet exercice du pouvoir a été extrêmement délicate. Personne n'a de leçons à donner à celles et ceux qui étaient aux commandes à ce moment-là, tellement les enjeux étaient extrêmement graves dans l'absolu. Ça n'empêche pas de faire le bilan. Le but du jeu, c'est pas de trouver les responsables, comme je l'entends souvent. Le but du jeu, c'est d'en tirer les leçons. Et ça me semble beaucoup plus constructif. Et les leçons de ce qu'on observe, c'est que toute restriction, toute dérogation aux droits et libertés, au nom d'une menace aussi vaste, aussi polymorphe, aussi permanente que la lutte contre le terrorisme, c'est un doigt dans l'engrenage dont on ne ressort jamais. On ne ressort jamais de cela parce qu'il y a toujours une bonne raison d'avancer dans la restriction des libertés. Et la mécanique, elle est claire, hein, je l'ai décrite comme beaucoup d'autres. Ça commence par une dérogation temporaire et exceptionnelle au nom d'une menace qui est aussi exceptionnelle. Et puis, le temporaire devient permanent. Et puis, le dispositif permanent censé être limité au terrorisme s'étend progressivement à d'autres sujets. On passe à la criminalité organisée, et puis on passe à la lutte contre le narcotrafic, et puis tout autres éléments. Et plus le temps passe, plus on banalise ces outils de restriction et on les détourne de leur objet premier jusqu'à surarmer surtout l'exécutif, et ça c'est un phénomène très français, on surarme l'exécutif, le pouvoir gouvernemental, au point d'oublier que, même des gens bien intentionnés ou qui n'ont pas un agenda caché d'extrémistes peuvent dériver gravement. Et j'assume de dire que je ne pense pas que le pouvoir actuel incarné par Emmanuel Macron soit gouverné par un agenda extrémiste, mais eux aussi ont utilisé des outils de restriction des libertés de lutte antiterrorisme à des fins partisanes. Exemple typique, hein, les périmètres de protection prévus par la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, utilisés pour empêcher les manifestants d'accéder à la personne d'Emmanuel Macron pour qu'il entende les slogans. C'est un détournement qui a été clairement dénoncé. Eh bien, ce qu'on peut observer dans un pouvoir qui n'est pas, de mon point de vue en tout cas, gouverné par un agenda extrémiste,
eh bien, s'il arrive dans les mains d'un pouvoir qui, lui, n'a pas ses limites morales, ça peut très, très vite dériver. Et ça, cette spirale, on est tous collectivement responsables sur 20 années, et c'est un poison qui pose problème. D'où, et j'en viens peut-être au cœur de ce qu'on peut évoquer ensemble pour ouvrir la discussion collectivement, d'où la question des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut envisager? Et c'est ça qui est sans doute le plus important. C'est assez complexe de dresser un état des lieux de ce qu'on pourrait faire. Bien malin, bien présomptueux serait celui qui prétendrait avoir la solution. Il n'y a pas une solution, il y a un canevas de solutions. Et pour essayer de déclasser de façon un peu intelligible, je pense qu'on peut distinguer le court terme, ce qu'on peut faire sur le très court terme, ce qu'on peut faire sur le moyen terme et ce qu'on peut faire sur le long terme. Alors, ce qu'on peut faire sur le long terme, ça ne veut pas dire qu'on doit attendre des années pour le mettre en place. Ça veut juste dire qu'il faut que ça se diffuse de façon longtemps, que ce soit de façon longue. C'est un pari sur une génération, sur plusieurs qu'il faut lancer. À très très court terme, et c'est un point qui m'agite beaucoup ces derniers temps, mais comme d'autres, je pense qu'il faut assumer quelque chose qu'on a oublié. Notre démocratie euh, est apte à se défendre. Et notre démocratie a des outils pour se défendre contre les extrémistes qui veulent la perte de nos valeurs communes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut activer à très court terme. La notion de démocratie apte à se défendre, c'est une notion très importante qui provient de l'expérience allemande, qui a elle-même très vite compris que rétablir la démocratie, c'est bien. La démocratie, c'est très très important, mais on doit aussi se défendre contre ceux qui veulent la miner de l'intérieur, notamment ceux qui, avec un agenda extrémiste antidémocratique, qui heurtent les valeurs profondes, veulent accéder au pouvoir pour la détruire de l'intérieur. Et ça, je pense qu'on a complètement perdu cette bataille, alors qu'on devrait la mener de façon radicale, de façon essentielle. Et ça devrait être un point de convergence de tout ce qui reste comme partis qui ont une grammaire commune. Et je pense aussi, et j'assume ces propos, que ça peut aller jusqu'aux républicains, ça peut aller le Parti socialiste, le cas échéant, finalement tout un ensemble d'acteurs qui ont en commun la conscience très aiguë qu'on peut tous joyeusement disparaître si on est face à des acteurs qui veulent notre perte et qui excèdent le pouvoir. Juste un exemple, hein, ce qui s'est passé aux États-Unis. Le Parti républicain qui a été vidé de l'intérieur de tous les éléments un tant soit peu modérés, pas forcément des gens qu'on apprécie, mais de simples adversaires politiques qui ont été remplacés par des ennemis mortels de notre démocratie. Eh bien, je pense qu'on peut tous se réunir autour de cette idée de démocratie apte à se défendre. La démocratie, c'est pas un acteur faible. La démocratie, c'est pas le monde des bisounours, youpi tralala, tout le monde peut dire ce qu'on veut, même les plus méchants. Non, je pense qu'on peut assumer l'idée que la démocratie est apte à se défendre, et c'est d'autant plus possible de le faire que la Cour européenne des droits de l'homme l'a clairement dit. Oui, on peut dissoudre des milices armées d'extrême droite, tout comme aussi des milices extrémistes de tous bords, parce qu'ils sont dangereux, parce qu'elles sont dangereuses pour notre démocratie, parce que si on les laisse faire, elles vont nous détruire, littéralement. Oui, il est possible de condamner pénalement un ancien chef d'État comme Jair Bolsonaro pour avoir mené une tentative de coup d'État, pour avoir nié les résultats des élections. Oui, c'est possible. Et oui, c'est également possible de condamner pénalement un ensemble d'acteurs politiques, même sur le fondement du droit commun, quand bien même ils seraient puissants politiquement. Et je fais de façon très transparente référence au Rassemblement national qui, au motif qu'il est puissant politiquement, veut échapper à la sanction pénale. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut se réapproprier très vite, aussi bien dans les discours que dans les mécanismes juridiques. Nous sommes en situation de pouvoir lutter contre ceux qui veulent notre perte, et ce n'est pas antidémocratique. Ce n'est pas porter atteinte à la liberté d'expression, c'est au contraire protéger l'avenir de la démocratie et de la liberté d'expression. Alors, j'ai pas le temps de faire un état des lieux de tous les outils dont on peut utiliser, mais déjà, faire en sorte de pouvoir l'affirmer publiquement, c'est quelque chose de très important. Et on est d'autant plus confortable à le faire aujourd'hui que on voit bien à quel point la faiblesse contre ceux qui veulent notre perte, où est-ce que ça peut nous mener? Les États-Unis sont un exemple parfait. Ils n'ont aucune pudeur aujourd'hui à affirmer que non, la liberté d'expression, par exemple, je l'ai entendu hier dans la bouche de Donald Trump, qui doutait publiquement de ce que le premier amendement à la liberté d'expression puisse s'appliquer aux manifestants de gauche pacifiques, alors que eux utilisent la liberté d'expression comme un outil au service de leurs idées. Donc ça, je pense qu'il faut se le approprier. Deuxième élément, je pense plutôt toujours sur le court terme,
aussi défendre la démocratie de façon pragmatique. Il faut avoir conscience, mais vous le savez peut-être encore bien mieux que moi pour avoir mené un ensemble de consultations, les citoyens, les gens, tous ceux qui vivent avec nous n'ont qu'une vision très abstraite de la démocratie et de l'état de droit. Vous leur parlez démocratie, état de droit, liberté d'expression, ils vous répondent et c'est absolument légitime. Fin de mois, difficile, mépris social et déclassement social. Ben, face à cela, et c'est absolument compréhensible, il ne faut pas abandonner le terrain des idées, il faut le rendre plus pragmatique, il faut le rendre plus concret. Et ça aussi, je ne suis pas du tout en situation de pouvoir épuiser le sujet, mais euh, il faut leur faire passer le message que la lutte sociale, la protection de leurs droits et intérêts passe par la protection de la démocratie de façon très pragmatique. Et ça, je pense qu'il y a un travail très concret à faire sur expliquer pourquoi la perte de la démocratie les affecterait tous, à quel point aussi la perte de la démocratie est mue par un ensemble d'acteurs qui sont hostiles à leurs intérêts. Alors, je ne vais pas me lancer dans des terrains qui ne me sont pas familiers parce que je ne suis pas du tout politiste, mais on a, et pas non plus historien, mais l'histoire et l'actualité fourmillent d'exemples où les intérêts économiques sont clairement favorables à des solutions extrémistes au détriment des intérêts des plus vulnérables. Et ça, je pense que rendre pragmatique et non pas dogmatique les discours de défense de la démocratie et l'état de droit, c'est un travail qu'il faut mener pour se les réapproprier et en faire un vrai mot d'ordre. Encore une fois, hein, vous l'avez tous perçu, vous le percevez plus que moi, inscrire démocratie dans un programme politique, ça ne fait frémir personne, ça ne fait pas convaincre ceux qui doivent être convaincus, ça ne fait plaisir qu'aux seuls convaincus, et peut-être tous ceux que nous tous, je vais y arriver, tous autour de cette table, et ceux qui nous écoutent sont parfaitement convaincus de tout ça. Mais l'enjeu, c'est pas de prêcher les convertis avec des notions abstraites, c'est d'être très concret. Le moyen terme, bah, c'est peut-être de faire aussi, et donc ça c'est le deuxième temps, un audit général de tous les outils qui alimentent le risque illibéral. Bah, avoir commis des erreurs lors de l'exercice du pouvoir, c'est une chose, en tirer les leçons, c'en est une autre. Qu'est-ce qu'on peut faire, le cas échéant, en termes programmatiques, puis espérons-le tous, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là, lorsque les extrémistes ne seront plus au pouvoir, ne seront pas au pouvoir et que d'autres programmes seront au pouvoir, qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir contre cela? Bah, faire un audit. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tous les outils antiterroristes qu'on a mis en place? Moi, il y a une chose qui me frappe, par exemple, en termes de comparaison. La façon dont on a géré le risque terroriste et la façon dont on a géré le risque sanitaire. Le risque sanitaire a donné lieu à des pouvoirs exceptionnels dans les mains des autorités. Pouvoirs exceptionnels au demeurant assez justifiés, c'est de façon assez indiscutable. Mais tous les pouvoirs qui ont été accumulés au fil de cette période ont été strictement contrôlés par le Parlement. Les parlementaires ont régulièrement voté des amendements pour réduire les pouvoirs de l'exécutif en matière sanitaire, ont systématiquement saisi le Conseil constitutionnel et, fait remarquable, dès qu'on en est un tant soit peu sorti, si tant est que le Covid ait disparu, non, mais dès qu'on est sorti de la crise, les parlementaires ont voté la suppression pure et simple de l'état d'urgence sanitaire de notre droit. Ben, on n'a pas du tout fait ça pour le terrorisme. Au contraire, on l'a laissé s'incruster, on a à chaque fois accru cette spirale. Pourquoi on ne ferait pas la même chose? Pourquoi on ne ferait pas un audit de est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et là aussi, le pragmatisme doit être l'élément clé. On n'a pas besoin de tous les outils sécuritaires mis en place pour lutter contre le terrorisme. Ce dont on a besoin pour lutter contre le terrorisme, c'est de moyens humains, de renseignements, finalement de coopération européenne. Il y a plein d'outils dont on pourrait faire le ménage plutôt que de les laisser dans notre droit avec tous les risques que ça implique. Également sur le moyen terme, la régénération des contre-pouvoirs. Alors là aussi, ça nous amène sur des sujets très vastes, mais ça va par l'augmentation des pouvoirs juridictionnels, ce qui irait de pair aussi avec le renforcement de leur légitimité. Hein. Il y a aussi un travail à mener sur le renforcement de la légitimité du Conseil constitutionnel. Hein. On ne peut pas défendre le Conseil constitutionnel si les modes de désignation des membres du Conseil constitutionnel ne sont pas irréprochables. Donc la régénération des contre-pouvoirs en renforçant les juridictions, plus de pouvoir pour elles, mais plus de légitimité et plus de contrôle dans la composition de ces juridictions. Régénération aussi des contre-pouvoirs au service du pluralisme des médias. Là aussi, hein, une bataille à mener sur le plan des mots, des idées, des concepts. Le pluralisme est un outil à se réapproprier. Le pluralisme, ce qui implique de repenser ce qu'on avait pensé dans les années 80. Bah, une loi sur le pluralisme dont
On se sert aujourd'hui comme socle pour lutter contre les attaques de grands groupes qui ont un programme politique très clair, comme le groupe Bolloré, de façon très claire. C'est les lois adoptées dans les années 80 dont on se sert. C'est pas un hasard si elles ont été adoptées dans les années 80. Donc il faudrait là aussi penser à régénérer ces outils, donner davantage de pouvoir. C'est pas un hasard si l'Arcom est ciblé aujourd'hui de façon très claire. Régénérer ces contre-pouvoirs de façon essentielle pour se protéger contre ce qui porte atteinte à la démocratie. Ce n'est pas encore une fois un outil partisan qu'on est en train de proposer, hein, c'est un outil de protection de la démocratie. Enfin, sur le long terme, et c'est peut-être ce qui me semble le plus important, euh, en lien avec la nécessité d'être pragmatique et de convaincre plutôt que d'imposer, c'est d'éduquer et de sensibiliser aux droits fondamentaux et de ce que ça implique. Nous sommes toutes et tous aux prises avec les générations, en tout cas pour ma part plus jeunes que la mienne. Moi, je fais peut-être partie des dernières générations qui ont été biberonnées avec des grands-parents qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, avec une école qui nous explique ce que c'est que les drames du totalitarisme, qui n'ont pas qui nous ont expliqué tout cela, qui nous ont transmis tout cela. Je ne suis pas sûr que les nouvelles générations aient cela vraiment en tête. J'ai lu un papier absolument édifiant, mais que vous avez peut-être lu dans La Croix il y a quelques jours, qui racontait les tentations illibérales des plus jeunes. Le propos est absolument édifiant. Il y a une perte complète de repères. Il y a une imperméabilité aux faits qui est très claire. Et là aussi, l'école républicaine, et le propos est très important, républicaine, peut contribuer à cela. Et il faut le réaffirmer. J'ai presque envie de dire que on est presque dans un temps assez comparable, pardonnez-moi le raccourci historique, mais un peu comparable à la République, la Troisième République qui arrive au pouvoir et qui, par l'école, va réaffirmer des valeurs démocratiques, citoyennes, libérales face à des ennemis qui voulaient purement et simplement l'abattre. Ça s'est fait par l'école. Alors évidemment, avec tous les travers que ça implique, hein, la logique militariste, la défense de la patrie, etc., qui allait de pair avec ce discours. Mais là aussi, l'école est un lieu essentiel, et par l'école, c'est primaire, secondaire et même universitaire. L'école est un lieu où on doit réapprendre tout cela, pas à des fins partisanes, mais à des fins collectives. Et je pense que c'est sans doute l'effort prioritaire que l'on doit mener sur le long terme. Voilà pour les quelques pistes, sans doute un peu trop longues déjà. Il y aurait encore mille choses à dire, mais je ne doute pas que la conversation qu'on va avoir collectivement pourra y contribuer. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Et effectivement, votre propos était très complet et anticipe beaucoup de nos questions. Je retiens tout ce que vous avez dit sur le danger du glissement, les exemples que nous avons, euh, l'analyse que vous faites des outils antiterroristes, l'importance de l'éducation. Je vais vous poser une première question et ensuite mon collègue Jean-Marc Germain, qui est également député européen et qui fait partie de l'équipe nationale qui est chargée de la refondation de notre projet, vous interpellera aussi. Euh, J'avais une question, moi, à vous poser. Alors, peut-être qu'elle est un peu trop philosophique, mais où commence, selon vous, l'illibéralisme? Ce qu'on appelle l'illibéralisme. C'est une Euh, vraie je, je- question. je vous pose plusieurs questions, ensuite vous pouvez Ouais, répondre, vous les bien notez. sûr. Ça, je crois que c'est important d'avoir la clarté sur cela. Euh, Vous avez parlé aussi du fait que nous avons surarmé l'exécutif. Vous avez fait cette comparaison intéressante entre la façon dont on a lutté contre le terrorisme et contre la crise sanitaire, en fait, avec au fond les mêmes outils juridiques, mais dans un cas, ils étaient acceptés et dans l'autre, non. Donc, dès que ces outils sont mis au service d'une protection collective ça ne passe plus. Mais quand ils sont utilisés contre des individus, enfin, tout terroriste qu'ils soient, cela passe. Qu'est-ce que cela dit de notre société? Ça, je crois que c'est intéressant. Mais à votre avis, en quoi est-ce qu'on surarme l'exécutif aujourd'hui? Je pense que ça, c'est la question très pratique qui nous intéresse de vous poser. Et vous avez dit qu'il fallait faire un audit des outils antiterroristes de la France. Vous vous arrêtez là.
vous suggérez que on propose cela, c'est ce qui est intéressant, ce qui est une proposition intéressante. Je ne crois pas que cet audit ait été fait déjà. Mais en soi, c'est une proposition intéressante, mais juste pour vous faire confirmer que c'est là ce que vous suggérez. Euh, et enfin, euh, sur la question de l'éducation et de la sensibilisation à l'importance des droits fondamentaux, de l'état de droit, c'est vrai que l'école semble l'outil tout tracé. On peut s'inquiéter du fait que elle est mise en concurrence avec le déversoir des réseaux sociaux et du commentariat permanent. Mais comment est-ce que vous, comme enseignant aussi hein, du droit, vous suggéreriez qu'on éduque et qu'on sensibilise les enfants, mais pas que, les gens tout au long de leur vie à l'importance des droits fondamentaux? Quelles recommandations de politique publique vous pourrez faire en la matière? Voilà. Et je cède donc la parole à Jean-Marc. Si vous pouvez faire monter Jean-Marc sur le panel. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, Jean-Marc. Vas-y. Ok, super. Bonjour à tous et toutes. Merci pour cet exposé très intéressant. Moi, je partage vraiment beaucoup de choses que vous avez dites. Alors, peut-être les choses dans l'ordre. D'abord, moi, je pense qu'il faut effectivement faire un audit des mesures antiterroristes. Alors, moi, j'étais député quand on a pris les premières mesures, en tout cas au moment des attaques terroristes en France, c'est-à-dire entre 80, en 2015, pardon. Euh, et je voudrais apporter une nuance par rapport à ce que vous dites, parce que au fond, on a pris nos décisions en connaissance de cause. Moi, toutes les interrogations, les risques, les dangers que vous signalez, c'est pas une erreur qu'on a commise en les votant. Et d'ailleurs, on a veillé peut-être de manière insuffisante à ce qu'il y ait des garde-fous, notamment en permettant à ce qu'il y ait un groupe de parlementaires de tous bords qui soient habilités, confidentiels défense, à faire des perquisitions dans les bureaux des ministres, des commissaires de police, des magistrats en charge, notamment pour tout ce qui concernait les mesures attentatoires au droit. Mais moi, j'ai voté, par exemple, la possibilité qu'il y ait des IMSI catchers, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire des camions qui sont stationnés devant un immeuble et qui peuvent écouter toutes les lignes téléphoniques. L'argument étant que les djihadistes étaient dans les rues hein, quand on a voté ça et que on essayait de retrouver, utiliser des téléphones annexes de leurs conjoints, de leurs cousins, et donc leur conversation échappait totalement à la police. C'était un handicap majeur. Donc c'était des mesures expliquées comme nécessaires dans des explications qu'on a trouvées convaincantes. Et donc moi j'ai voté cette disposition par exemple, mais avec beaucoup de d'hésitation. Je me suis exprimé à l'Assemblée nationale avec une exigence que ces mesures soient réversibles. Et donc, c'est pour ça que je pense que vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut un audit. Alors, est-ce que c'est un objet politique ou est-ce que c'est enfin, majeur qui va créer un débat en disant les socialistes ne prennent pas les questions de sécurité au sérieux, j'en sais rien, mais c'est quelque chose qu'on doit absolument faire. Vous n'êtes pas sans ignorer que dans la campagne présidentielle qui a suivi les années Hollande, avec Benoît Hamon comme candidat, l'une des mesures qui venait des écologistes et qu'il avait reprise à son compte, avant de plus en parler, c'était la possibilité pour les policiers d'engager le feu comme les gendarmes, c'est-à-dire y compris quand il y a un terroriste avec une Kalachnikov qui court dans la rue de dos, avec l'argument qui est de dire il y a une présomption du fait qu'il n'est pas en train de fuir et de manière inoffensive, mais il court pour commettre d'autres crimes, mais qui est aussi une mesure très dangereuse et on en a vu.
les dérives dans d'autres situations parce que les policiers sont pas des militaires et que dans des situations d'ordre public où il y a des situations de fuite, il peut y avoir des excès qui sont commis. Donc voilà, moi je pense que cet audit, il a été pensé, les mesures ont été pensées comme réversibles, elles doivent être réversibles, mais ce sera évidemment une question difficile pour la gauche et pour nous, les socialistes, parce qu'on va être accusés d'angélisme, de ne pas vouloir protéger les Français, et que donc ça va de pair avec ce qui a été votre conclusion, c'est-à-dire qu'il faut aussi, et commencer peut-être par ça, faire de la pédagogie, de la sensibilisation sur la démocratie, sur le rôle des libertés publiques, sur ce que nous enseigne l'histoire, sur comment les dérives se sont installées. Et l'enchaînement que vous avez décrit est totalement éclairant, je crois, même pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste de ces questions-là, de simplement, voilà, de dire comment on peut partir de mesures de bon sens et essentielles et terminer avec une utilisation des outils de protection des citoyens par une espèce de police politique absolument abominable. Mais ça me permet quand même de vous adresser deux questions concrètes. Est-ce que vous pensez qu'il faille que nous revenions sur la doctrine d'engagement du feu des policiers? Est-ce que vous pensez qu'il faille que nous revenions sur ces dispositifs d'écoute qui sont potentiellement ultra dangereux puisqu'ils permettent d'écouter n'importe qui, n'importe où, sous prétexte qu'il y a peut-être un djihadiste dans l'immeuble et évidemment est utilisé à des fins personnelles ou politiques complètement détournées de l'enjeu initial. Deuxième remarque, donc moi je suis comme Chloé d'ailleurs, non seulement on est député européen, mais peut-être que tu l'as dit en introduction, l'un comme l'autre, chacun dans nos commissions respectives, chargés des questions du respect de l'état de droit dans l'Union européenne. Moi plutôt avec l'angle des sanctions financières qui sont appliquées et je suis en train de finaliser un rapport sur ce sujet. Et j'ai une interrogation un peu profonde que je voulais vous soumettre pour voir comment votre réflexion peut se structurer sur cette question-là, qui est une hésitation entre c'est un dispositif qui doit être exceptionnel pour pointer du doigt, pardon, des États défaillants, et pour l'instant, seule la Hongrie est sujet à ces sanctions financières, comme vous le savez. La Pologne l'a été, mais les sanctions ont été levées avant même d'ailleurs qu'il y ait la moindre disposition correctrice de prise parce que le gouvernement d'extrême droite a été remplacé par un gouvernement libéral et que d'autres sont sur la sellette. Mais il y a des questions qui se posent un peu plus larges, c'est si on élargissait ce dispositif, et notamment si on prenait tous les éléments pointés dans le rapport de l'Union européenne sur le respect de l'état de droit, il y a des situations comme par exemple en France, celle sur les lois antiterroristes que j'évoquais, mais d'autres encore plus larges, par exemple la France, comme l'Allemagne, est régulièrement pointée par l'Union européenne sur le fait que les magistrats du parquet ne sont pas indépendants au sens plein du terme, puisqu'ils sont nommés par le pouvoir et non pas par une commission indépendante comme le sont les juges. Et donc la question se pose aussi si certaines sanctions ou certaines restrictions à l'accès des aides européennes, puisque vous avez vu que dans le nouveau budget pluriannuel, Ursula von der Leyen et ses équipes veulent mettre des conditionnalités liées au respect des règles de l'Union européenne et tout simplement des principes fondamentaux de l'état de droit, et donc pourraient envisager des restrictions d'accès à certains fonds, par exemple pour la réforme de la justice, tant que la France et l'Allemagne ne se conforment pas à cela. Donc la question, bon, ça c'est un point un peu particulier, mais ma question fondamentale, c'est est-ce qu'il faut que ce soit un dispositif exceptionnel pour prévenir les États défaillants ou plus large pour régler tout ou largement les problèmes liés à l'État de droit dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Voilà deux questions concrètes. Mais merci en tout cas pour votre intervention. Je peux peut-être répondre à la salle de questions successives, si ça vous va?
Vas-y, Euh, Nicolas. On vous laisse répondre. Allez-y, on vous laisse répondre. non, non, mais Et ensuite, on s'achemine alors, à la conclusion. sur l'illibéralisme, c'est une vaste question. Tout de suite, le juriste que je suis va prendre ses distances avec la notion, puisque c'est avant tout une notion de, disons, politique, descriptive d'une situation euh, plus difficile à saisir sur le plan juridique. C'est-à-dire que me demander à moi, juriste, de poser une définition de l'illibéralisme, ça va être forcément de devoir faire un choix avec des critères précis, et c'est extrêmement complexe en réalité. Mais je pense que tout simplement, on pourrait envisager d'appréhender l'illibéralisme comme le miroir inversé de ce que j'ai décrit comme étant la base de l'état de droit. C'est-à-dire à partir du moment où les acteurs publics ne se soumettent plus au droit qui sont censés s'appliquer à eux et aux garde-fous qui les limitent, premier élément. Donc, c'est-à-dire, l'illibéralisme, c'est l'attitude consistant à ne pas respecter les règles fondamentales du jeu démocratique et du jeu institutionnel et à ne pas respecter les gardiens de ces règles, premier point. Et puis deuxième point, et je pense que c'est la deuxième facette finalement de l'état de droit, mais aussi de la démocratie d'un point de vue substantiel, c'est un ensemble de valeurs démocratiques. Et ces valeurs démocratiques, bah, elles sont assez simplement listées. Vous êtes tous deux députés européens et vous le savez, dans l'article 2 du traité relatif à l'Union européenne, qui liste ce que sont les valeurs démocratiques, à savoir donc l'état de droit, la démocratie, le pluralisme, la non-discrimination et le principe d'égalité de façon générale, bah, le libéralisme, c'est ce qui touche au cœur, au noyau dur de ce qui fait notre société démocratique, très simplement. Cette définition-là, c'est une tentative à la volée, elle est très imparfaite parce qu'elle est susceptible de discussion. Et le choix de qualifier un régime politique qui pratique ce genre de choses comme étant illibéral, c'est aussi un choix politique d'une certaine manière. C'est aussi un choix définitionnel qui pourra donner lieu à discussion. Il n'y a pas de bonne définition du libéralisme, ne serait-ce que, pour reprendre l'analyse de certains, et elle est assez juste, ne serait-ce que parce que l'illibéralisme est avant tout une notion des ennemis de la démocratie. L'illibéralisme, c'est une notion évoquée par initialement Viktor Orban, qui lui-même s'est réapproprié des penseurs d'extrême droite sur le sujet. Donc c'est à la fois une notion utile pour désigner ce que peut être l'ennemi de la démocratie et les ennemis de la démocratie, mais il faut s'en méfier aussi comme étant une notion difficile à manipuler de façon juridique et rigoureuse, mais si l'on veut faire l'effort de poser une définition, on peut très bien le faire, en tout cas d'un point de vue juridique. Mais ça reste toujours un exercice complexe. Et je ne pourrais pas l'épuiser ici, évidemment. Votre deuxième question sur la question du terrorisme, je l'ai pris comme exemple parce que c'est celle qui frappe le plus, mais au demeurant, on a cette logique aussi dans d'autres champs. Le terrorisme a toujours été quelque chose de symptomatique des dérives progressives parce que c'est très facile, personne n'aime les terroristes et personne ne peut tolérer le terrorisme. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très important que je continue moi aussi à dire dans une logique pragmatique. La Cour européenne des droits de l'homme et tous les juges ont toujours dit que le terrorisme était une menace profonde pour la démocratie, pour l'état de droit et les droits de l'homme en tant que tel. Mais cet exemple terroriste n'est pas le seul. Hein. Tout ce qui est lutte contre des menaces, là aussi indiscutable, on parle beaucoup en ce moment du narcotrafic. Ben là aussi, il y a une bataille à mener sur le fait que non, il n'est pas tolérable de laisser le narcotrafic se développer. Oui, c'est une menace gravissime pour l'intégrité physique de tous, pour notre société démocratique, puisqu'il y a des enjeux de corruption qu'on voit encore pas trop en France, mais qui vont commencer à exploser, qui sont réels. Mais est-ce que ça justifie absolument tout? Ben non. Est-ce que ça permet de dégrader la dignité des détenus en les plaçant dans des conditions indignes à des fins essentiellement punitives plus que sécuritaires? Non. Est-ce que ça permet et ça autorise les juges à pouvoir mener à bien des procédures qui pourtant comportent des nullités? Ben non. Donc en fait, il y a cette analyse globale de toutes les menaces qui sont réelles, et je pense que j'évoque un petit peu sur la réponse par anticipation sur comment on fait pour faire un audit et réfléchir autour de ça sans que ce soit un objet, sans que ça transforme votre parti en une cible politique en tant que telle. Ben justement, faire preuve de réalité dans l'affirmation de l'existence d'une menace, mais répondre que justement la prendre au sérieux, c'est ne pas céder aux fantasmes sécuritaires des uns et des autres, mais au contraire analyser chaque mesure les unes après les autres. Oui, je pense que l'idée l'audit, vous me posiez la question de savoir si c'était vraiment ma pensée, oui, je pense qu'un audit est essentiel, mais un audit justement qui ne soit pas dans une logique de retour en arrière, c'est-à-dire que affirmer qu'il faut faire un audit
pour juger tous ceux qui ont pu participer à la création de ces mécanismes, c'est totalement contre-productif et c'est absurde. C'est pas juste pour vous brosser dans le sens du poil, en particulier M. Germain qui a participé au vote de ces lois. Je vais dire, je m'en fiche complètement de la responsabilité individuelle de chacun. C'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Et l'audit permet justement de faire un point. Ce qui était peut-être justifié à un moment donné de grave crise de façon très temporaire ne l'est plus aujourd'hui. Et ce qui n'a jamais été justifié parce qu'on l'a voté à la va-vite et on s'est rendu compte que ça ne servait pas à grand-chose, voire que c'était dangereux, il faut l'évaluer. Là aussi, on a plein d'outils qui ont été adoptés dans notre droit. Quand on regarde, ils ne servent pas à grand-chose. Vous évoquez la question des IMSI catchers. Ouais, pas de problème. Effectivement, on peut faire un audit de savoir ce que ça implique. Mais dans ces cas-là, qu'on ait toutes les informations, qu'on puisse renforcer la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. On va en reparler sur ce qu'on peut faire pour envisager des contre-pouvoirs sur le sujet. Mais le but du jeu, c'est justement de remettre le pragmatisme au cœur de la discussion pour éviter, d'être une cible politique en étant taxé d'inconséquences face aux menaces, tout en se prémunissant contre le risque que j'ai évoqué. Ben justement, faisons un état des lieux qui remette les faits, l'analyse des techniciens, des experts, de tous ceux qui sont sur le terrain au cœur de la discussion. Et ça implique un effort finalement d'état des lieux général. Alors je sais que je suis un peu général en évoquant tout cela parce que c'est un immense chantier, mais je pense qu'on peut mettre en place l'outil d'audit comme étant justement non pas un objet non politique, mais un objet pragmatique, qui se veut pragmatique, qui se veut protecteur des droits et libertés de chacun dans tous les sens. C'est-à-dire, ce qui porte atteinte aux libertés des gens, c'est les outils excessifs de l'État, mais c'est aussi les menaces terroristes, du narcotrafic qui sont tout à fait réelles. Et je pense que c'est cette focale qui permet aussi d'alimenter, et là je sors un tout petit peu de la logique juridique pour entrer dans la logique politique, je suis pas de la communication politique, mais comme citoyen j'y suis évidemment sensible, bah, ça permet aussi de donner une légitimité à ceux qui portent le discours, la légitimité de responsabilité. Alors bien sûr, il y aura toujours des gens pour vous attaquer et attaquer l'idée que, ah là là, ils veulent pas supprimer l'état de droit, tous ces trucs affreux qui permettent de surveiller les gens. Bah oui, mais justement, c'est quelque chose qui se répond en disant on est là aussi pour répondre à une réalité. Le terrorisme a été une menace majeure, il ne l'est plus, et je sais que je peux choquer certains en disant ça, il ne l'est plus de façon si massive aujourd'hui, très clairement. Il y a toujours une menace terroriste, notamment individuelle, mais elle est beaucoup moins massive aujourd'hui. Par contre, le narcotrafic est une menace absolument claire et nette, et contre laquelle il y a lieu de prévoir une action, mais une action qui soit pas dans les postures, qui soit pas dans le sacrifice de nos principes. Donc oui, l'audit me semble un outil intéressant, mais je pense que ça vaut la peine que ce soit aussi croisé avec l'analyse d'autres qui pourraient vérifier si c'est une bonne idée ou pas. Sur la question de l'éducation, c'est là aussi c'est une vaste question et je suis pas le mieux placé pour vous répondre parce que je pense qu'il faut aussi faire appel aux experts. En ces temps où la parole des experts est délégitimée, il faut la remettre au centre tout en tenant compte aussi, et j'en parlerai, de la parole de tout le monde, pas que des experts, parce que sinon la critique très fondée à plusieurs égards de l'élitisme nous pend tous collectivement au nez. Bah, ça passe effectivement aussi bien par la question des programmes, par la question des témoignages. Je vous parlais de mon expérience qui est peut-être la nôtre collectivement selon notre génération, de lycéens, collégiens qui avons été sensibilisés à cela. Bah, moi, j'ai vu venir dans mon collège, dans mon lycée, des témoins de la résistance, des témoins des camps de concentration. Ça m'a beaucoup marqué. Bah, on n'a plus malheureusement, enfin c'est la vie, c'est ainsi, de témoins vivants de ce genre de faits, mais on a des témoins de régimes totalitaires. Vous avez peut-être lu le papier de Libé là d'hier ou d'avant-hier sur l'expérience de ce Français qui a été pris de façon complètement arbitraire dans les geôles chinoises pour de fausses accusations de trafic de stupéfiants, qui a passé 2 années absolument abominables. Des gens comme eux, les faire venir, mais comme plein d'autres, des victimes du régime totalitaire, des régimes autoritaires, il y en a plein. Les faire venir en témoignage dans les écoles, ça c'est l'un des outils assez importants pour rendre cela concret, pour que les plus jeunes générations puissent toucher du doigt, indépendamment des fantasmes, la réalité de ce qu'est un pouvoir arbitraire. Là aussi, je fais référence au témoignage dans la Croix de ces jeunes qui disaient, on leur disait, mais vous ne craignez pas que le pouvoir puisse ne jamais quitter, que finalement il reste perpétuellement une fois qu'il est installé, cet homme autoritaire. Ah oui, mais non, mais il rendra compte, et puis au bout de 5-10 ans, s'il n'a pas tenu ses promesses, on le mettra dehors. Mais comment concrètement?
Comment dans une mécanique autoritaire où vous n'avez pas de marge de manœuvre individuellement? Ben ça, c'est des choses qui peuvent se raconter. Donc ça, je pense que c'est pour les plus jeunes générations. Et plus largement, et peut-être au-delà de l'éducation au droit, peut-être l'éducation aux institutions, il y a quelque chose qui me semble très important aussi. Comment on fait pour que tout le monde et tout citoyen, quel que soit son emploi, quelle que soit son origine géographique, quelles que soient ses orientations politiques, soit sensibilisé à la question des droits et libertés, ben, en le faisant participer très concrètement. Il y a quelque chose qui me frappe, c'est l'expérience des jurés d'assises. Si vous avez eu l'occasion autour de vous d'avoir quelqu'un qui n'est ni expert en droit, ni spécialiste des questions politiques, mais qui a participé à la justice en tant que juré d'assises, il est transformé, littéralement. Il est transformé parce qu'il a touché du doigt la difficulté qu'est de juger un homme et une femme. Et je crois que toute personne qui a vécu cette expérience est beaucoup moins perméable ensuite au discours populiste sur la justice, parce qu'il sait ce que c'est d'être juge. Il a concrètement été en situation. Il a côtoyé des juges, il a côtoyé des accusés, et il a pu sortir de cette logique binaire. Et ben, on pourrait le décliner à plein d'autres choses. Une obligation de participation rémunérée, une journée, comme pour les jurés d'assises, c'est la même chose, hein, pour tout un tas de choses. Dans les commissions d'attribution des logements sociaux, ça se fait un petit peu déjà dans certaines collectivités, dans les prises de décision sur les libérations. Il n'y a que des représentants de victimes qui font partie des commissions avec les juges d'application des peines pour les libérations, mais pourquoi ce ne serait pas tous citoyens? Faire en sorte que les citoyens soient écoutés, soient entendus, ça aurait un double effet. Un effet de fierté, de considération, parce que beaucoup de gens disent, mais vous le savez mieux que moi, qu'ils qu'ils ne sont rien, que leur parole n'est pas entendue, qu'ils ne sont pas considérés, bah, leur faire prendre des décisions, c'est les considérer en tant que citoyens, c'est les intégrer dans le corps social et décisionnel, donc c'est important politiquement, mais c'est aussi important ensuite, quand ils vont revenir chez eux, qu'ils aient compris la complexité du monde qui les entoure et qu'ils soient moins perméables à ça. Et ça, c'est du très concret, hein. C'est du très très concret. Sauf qu'au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inverse. On crée des cours criminels départementales où on exclut les citoyens et on réduit ces occasions de participer au processus décisionnel. Il faut faire confiance aux citoyens et c'est une expérience comme plein d'autres. Encore une fois, je fais une toute petite aparté. On a tous perçu à quel point le réflexe instinctif des gens quand ils vivent dans certaines régions de Bretagne ou de la Creuse qui voient arriver un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, leur première réaction, c'est de dire c'est affreux, c'est horrible, etc. Et puis vous revenez 1 an ou 2 ans plus tard, et en fait, ils se sont rendus compte que les demandeurs d'asile, c'est des gens globalement normaux. Il y a une acculturation qui se fait, il y a une prise de conscience que ce sont des citoyens. Bah, là aussi, on les a confrontés à une réalité, et je pense que c'est important. L'éducation passe aussi par la confiance qu'on a à l'égard des citoyens. J'en viens aux questions posées par Monsieur Germain sur 2016. Là encore, hein, moi aussi en 2016, j'étais en première ligne précisément pour contester les lois antiterroristes mises en place et la question de l'état d'urgence plus exactement, et plus encore que l'état d'urgence, sa pérennité. C'est-à-dire que bah, moi, en novembre et en décembre 2015, j'avais pas de difficulté à l'existence même de l'état d'urgence. Par contre, j'avais une difficulté sur la loi qui avait été mise en place, notamment la loi du 20 novembre 2015, et les garanties. Donc on a fait les QPC, on est allé devant le Conseil constitutionnel, et le bilan ne nous a pas donné tort, puisque sur les 9 QPC qu'on a pu faire monter au Conseil constitutionnel, il y en a 6 qui ont donné lieu à une censure totale ou partielle. Est-ce que c'est un désaveu de vos choix politiques? Non, mais c'est la nécessité de faire soumettre au droit et au droit constitutionnel les lois qui sont adoptées par le Parlement. Donc, première chose, oui, c'était potentiellement nécessaire de mettre en place des outils, mais ces outils doivent être soumis au droit. Et deuxième élément, est-ce qu'il était indispensable de maintenir l'état d'urgence sécuritaire au-delà de janvier 2016? Bah, pas forcément, parce que ça a créé ensuite le piège. On s'apprêtait à mettre un terme à l'état d'urgence sécuritaire en juillet 2016, c'était presque terminé, et paf, on a l'attentat abominable de Nice, qui est un attentat abominable. Est-ce qu'il justifiait la prolongation de l'état d'urgence sécuritaire? Pas du tout, puisque la configuration de ces attentats, c'est un acteur individuel, c'est pas une attaque collective téléguidée de l'étranger comme ça peut être le cas en novembre 2014. On n'aurait sans doute pas réactivé 2015, on n'aurait sans doute pas réactivé l'état d'urgence en juillet 2016 pour cet attentat particulier, pour cette configuration particulière, si on n'avait pas maintenu en vigueur cet état d'urgence de façon excessive et inutile, alors que vous faites référence aux garanties très utiles que vous avez mis en place, un rapport parlementaire, un suivi parlementaire, je vous confirme que ça a été très important. La plupart des censures qu'on a obtenues devant le Conseil constitutionnel sur le sujet, c'est grâce aux données
que le gouvernement a été contraint de donner au Parlement et des rapports parlementaires que vous avez publiés, le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc oui, c'est très important. Mais justement, à l'aune de ces données, la conclusion aurait dû être faite dès le mois de février-mars 2016 que l'état d'urgence ne se justifiait plus parce que c'était tous les retours de terrain sur le sujet. En réalité, on avait suffisamment utilisé les outils exceptionnels de l'état d'urgence pour faire ce qu'on avait à faire pour lutter à court terme contre la menace terroriste de court terme. Donc, l'enjeu, c'est ça, c'est de regarder, un, quels sont les contre-pouvoirs qui existent quand on utilise des outils dérogatoires au droit commun, et deux, quand est-ce qu'on décide d'en sortir le plus vite possible. Par ailleurs, et c'est une réponse plus générale, parce qu'on ne peut pas aborder tous les sujets comme la doctrine d'engagement du feu, la question des écoutes, mais comment on fait pour, j'ai déjà un petit peu répondu, pour ne pas affronter la critique de l'inconséquence politique face aux menaces, ça c'est le fameux récit de ah, les droits de l'homiste sont des bisounours complètement désincarnés ou déconnectés des réalités, c'est complètement faux. Bah, là aussi, assumer la notion de démocratie apte à se défendre. Elle n'est pas apte à se défendre que contre les extrémistes, notamment de droite, qui veulent abattre la démocratie. Elle est apte à se défendre contre les terroristes. Elle est apte à se défendre contre potentiellement les groupes criminels d'ampleur qui minent ou qui peuvent miner notre démocratie via la corruption en particulier ou via l'usage des armes jusque dans les territoires les plus reculés. Il faut assumer cette notion de démocratie apte à se défendre. Elle est une démocratie, donc elle se défend avec les outils démocratiques, mais elle n'est pas faible. Et là aussi, je pense que on l'entend beaucoup dans les discours des plus jeunes. Je ne suis pas un sociologue et je pense que d'autres pourront vous éclairer sur le sujet, mais la jeunesse est très perméable à cette idée que finalement, la démocratie, c'est faible. La démocratie, ça change pas. On veut des hommes forts, on veut des hommes qui tiennent la route et qui prennent des décisions. Bah, la démocratie peut faire ça. La démocratie peut être solide, la démocratie peut se défendre, elle peut prendre des décisions tout à fait protectrices, sans faiblesse. Euh, enfin, j'en viens à la question de la sanction économique que vous évoquiez sur le plan européen. Est-ce qu'il faut que ce soit permanent ou pas? Je n'ai pas une réflexion aussi aboutie et éclairée que peut-être la vôtre, vu l'intensité de vos travaux. Tout au plus, puis-je penser que je ne vois pas pourquoi ce serait exceptionnel, pour deux raisons. D'abord, la protection des droits fondamentaux, c'est permanent. Et par ailleurs, la protection du droit de l'Union, vous le savez, au-delà des droits fondamentaux, c'est permanent. Bah, la France, régulièrement, tout comme d'autres États, subissent des sanctions économiques quand ils commettent des manquements. Ils sont condamnés pour manquement par la Cour de justice, puis le cas échéant, s'ils persistent, ils ont des sanctions économiques. Bah, pourquoi on ne ferait pas ça pour les droits fondamentaux? Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, deuxième raison, faire en sorte que ce soit exceptionnel, c'est forcément rendre cela beaucoup plus partisan. À quel moment vous considérez que c'est exceptionnel comme situation? Quand la Hongrie rompt tous les amarres et qu'on a la conviction profonde que désormais c'est terminé, ils sont déjà loin et ils sont en position frontale avec l'Union européenne. Bah, un, si vous n'agissez que de façon exceptionnelle, vous allez avoir le sentiment, vous allez donner le sentiment d'attaquer un État et un gouvernement par ses opinions politiques. Et deux, vous l'aurez laissé dériver tellement loin que les sanctions économiques que vous allez infliger de façon exceptionnelle auront moins d'effet que celles qui vont tordre progressivement le bras. Donc je ne vois pas trop pourquoi ça serait exceptionnel. Faire en sorte que ce soit un mécanisme permanent me semble tout à fait légitime, tout à fait justifié. Et par ailleurs, ça ne conduirait pas la Cour de justice et le droit de l'Union européenne à être aussi ingérant que cela. Vous évoquez le cas du parquet. Bah, le droit de l'Union européenne, il n'exige pas du parquet français qu'il devienne indépendant. Ça, c'est un faux semblant. Hein. Le parquet français, il n'est pas contraire au droit de l'Union aujourd'hui. Il ne l'est que quand on confie à ce parquet, qui n'est pas indépendant de l'exécutif, on lui confie des pouvoirs qu'il n'a pas exercés, comme par exemple contrôler les privations de liberté ou contrôler les surveillances de la population. Mais le droit de l'Union européenne, il n'exige pas que le parquet français soit rendu indépendant de l'exécutif. Donc il y a plein de sujets sur lesquels la France passe tout à fait le cap du droit de l'Union européenne sur les droits fondamentaux. Par contre, il y en a d'autres où il mérite potentiellement des sanctions. C'est le cas, justement, sur la question de la surveillance numérique. Hein. Le système français est radicalement contraire aux exigences de la Cour de justice de l'Union européenne. Les conséquences aujourd'hui sont de l'ordre de zéro. Pourquoi? Parce que les juges nationaux, dont le Conseil d'État, ne veulent pas réagir, que le droit de l'Union européenne leur permette, et la Commission européenne, qui est la seule à pouvoir initier un manquement, la France n'agit pas. Donc faire en sorte qu'un juge ou que l'initiative puisse envisager des sanctions, potentiellement à l'initiative du Parlement, quand le droit de l'Union européenne est objectivement méconnu, je ne vois pas pourquoi ce serait un mécanisme exceptionnel. C'est plutôt au contraire un élément clé de préservation de notre démocratie. Merci beaucoup à vous.
on est déjà passé 10h15 et on avait prévu de Pardon, terminer à je suis 10h15 là. parce qu'on enchaîne, mais je vois que Jean-Marc Germain a relevé la main. Jean-Marc, si tu veux rebondir pour Ah, ok. terminer, tu le peux. Non, mais si on a dépassé notre temps, C'est un ça sujet sera pour inépuisable, d'autres hélas. discussions. Mais moi, j'aurais aimé avoir une discussion aussi sur les libertés numériques que vous venez d'évoquer à l'instant. Mais l'une des grandes difficultés politiques Oui, et l'une des raisons moi, je considère que le Rassemblement national et les extrêmes droites en Europe, elles sont en train de gagner la bataille des idées sur la liberté, de manière un peu détournée sur la lutte contre l'immigration, une forme d'espèce de liberté d'être blanc, ou en tout cas d'être des Norvégiens, des Finlandais de souche. Mais ça c'est la grammaire, hein. plus forcément le rejet de l'étranger, en tout cas assumé comme tel, même si en réalité c'est ça. Liberté, au fond, d'utiliser ma voiture, et c'est toute la question du backlash écologique. Et c'est là où je voulais en parler, c'est que c'est sur la question du numérique et toutes les régulations européennes, Digital Service Act, Digital Market Act, l'extrême droite se fait un malin plaisir dans nos hémicycles d'apparaître eux comme les défenseurs des libertés, derrière l'international trumpiste, et nous comme étant défenseurs de ceux qui veulent museler les libertés au nom de la protection des enfants, de la santé mentale de nos concitoyens, et donc à Mais là, exiger que c'est un déficit d'argumentation, hein, tout ce que vous évoquez. C'est la réappropriation, ce que j'évoquais tout au début, c'est la réappropriation de ces notions. Je vais faire un parallèle, c'est exactement les mêmes termes que le débat qu'on a pu avoir l'année dernière, c'est un débat qu'on connaît bien aussi, sur la question des sanctions infligées à CNews. CNews, sa liberté d'expression est méconnue et c'est de la censure. Bah, évidemment que c'est le récit d'extrême droite, évidemment que c'est leur récit. Et bah, pour ça, il faut aussi penser, construire un discours d'explication de pourquoi on vient sanctionner ce type de comportement. Bah, le pluralisme, ça s'explique. La liberté d'expression, c'est pas uniquement la liberté de dire absolument tout et n'importe quoi en toutes circonstances. C'est une explication aussi qui doit être mise en place. Donc tout ce que vous évoquez, c'est pas tant un enjeu pour que les juristes, c'est avant tout un enjeu d'explication, de réappropriation des notions et de pas abandonner le terrain des mots autant que des idées, se réapproprier le mot de liberté, se réapproprier toutes les significations du mot de liberté. La liberté, c'est pas uniquement la liberté finalement unilatérale et très individualiste, c'est un concept plus complexe. Et non, pour mais ça, éviter que vous ça vous reste un doutez discours, bien qu'on tient ce discours, mais en réalité, on perd la bah, il bataille. faut y réfléchir. Bah, il faut Voilà. réfléchir. Moi, là, Non, je suis mais en train de on parler. tient exactement le discours que vous dites, mais il n'est pas audible. Donc, Bah, il faut réfléchir à ce qu'il le peut, soit. Pardon, oui, hein, mais oui, non, c'est. mais d'accord, mais il y a peut-être aussi, par exemple, quand on parle d'interdire TikTok, et ben, les explications sur pourquoi on veut interdire TikTok, elles ne seront pas audibles par les jeunes qui ne sont Bah, sensibles détrompez-vous, qu'à parce que ce média. tous les parents d'adolescents, eux, ils en ont parfaitement conscience et ils le voient très bien. Et donc, justement, il faut, enfin, pardon, hein, mais il y a aussi un oubli, et c'est peut-être l'intoxication collective que nous avons tous de la part des réseaux sociaux et de l'espace politique tel qu'il est forgé aujourd'hui de façon triomphante par l'extrême droite. La plupart des gens, ils sont conscients de tout ça. Vous discutez avec des parents d'adolescents, ils ont parfaitement conscience de la nocivité de TikTok. Et c'est à ces gens-là aussi qu'il faut s'adresser, et eux, ils peuvent aussi être convaincus. Moi, je pense qu'il y a aussi, dans la bataille des idées et des mots, il y a aussi passer par-dessus Twitter, passer par-dessus l'espace politique tel qu'il est structuré aujourd'hui par CNews et autres. Je n'ai pas de leçon à vous donner, loin s'en faut, mais je pense que collectivement, si nous, on faisait l'effort de prendre conscience qu'il y a plein de gens qui ne demandent qu'à être convaincus et réceptifs de ces discours-là, euh, même si quand vous postez un message sur Twitter sur ce sujet-là, bah, vous êtes conspué par ces meutes de gens qui ne sont pas de votre avis, ça ne veut pas dire que la société n'est pas prête à entendre ce que vous avez à dire et ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner cet effort pédagogique d'explication de tout ça. Il faut être très concret. Il faut expliquer concrètement que pourquoi on interdit TikTok, bah, c'est toutes les conclusions du rapport qui a été publié. Je peux vous dire qu'il y a plein de gens qui sont très sensibles à ça et qui sont conscients des dangers. Et c'est la même chose pour plein d'autres enjeux. Donc, enfin, je pense qu'il ne faut pas partir défaitiste sur le fait que, ah, bah, de toute façon,
On a déjà tenté d'expliquer, ça marche pas. Ben, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que je pense qu'il y a plein de gens qui, au contraire, sont très sensibles à ça et il faut réfléchir à comment on fait passer ces messages. Et en faisant descendre d'un cran. C'est-à-dire que nous, on peut avoir une discussion sur la dimension plurifonctionnelle du pluralisme, c'est inaudible, mais on peut le transcrire en des mots simples. Merci beaucoup, Nicolas. C'était vraiment très utile et enrichissant pour nous de vous entendre. On restera bien évidemment en contact, mais on s'est bien nourri de vos recommandations qui étaient à la fois originales sur plusieurs aspects, notamment la façon dont vous avez suggéré qu'on fasse participer les citoyens aux prises de décision de justice et relatives à l'état de droit. Moi, je trouve ça très stimulant. Donc, on vous remercie beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.